Au sommaire de cette édition, en Ukraine, le bilan de l'attaque de Dnipro s'alourdit. 40 corps épêchés et 30 autres portés disparus. Selon le Premier ministre suédois, président de l'Union européenne, cette lourde attaque constitue un crime de guerre. En RDC, attentat contre une église pentecôtiste, au moins 10 personnes tuées et 39 blessés. Un suspect de nationalité kenyane a été arrêté. Et au Maroc, les Berbères célébraient ce dimanche 15 janvier, plus de 2 semaines après l'entrée officielle en 2023, leur nouvel an. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. 40 corps épêchés et 30 autres disparus. Et c'est le bilan de l'attaque de l'immeuble résidentiel à Dnipro en Ukraine par l'armée russe ce week-end. Pour le Premier ministre suédois assumant la présidence de l'Union européenne, cette lourde attaque constitue un crime de guerre et les responsables devront répondre de leurs actes. Le bilan de l'attaque russe contre un immeuble résidentiel à Dnipro en Ukraine continue de s'alourdir. Plus de 40 corps ont déjà été récupérés dans les décombres et 30 sont toujours portés disparus. Tous se trouvaient dans cet immeuble frappé par un missile ce week-end, dans ce qui constitue l'une des pires attaques de ce type depuis le début de la guerre. Le Premier ministre suédois, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, n'a pas mâché ses mots. Des civils innocents, y compris des enfants, ont perdu la vie ou ont été blessés dans cette attaque horrible. Alors laissez-moi être très clair, les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre. Les responsables de crimes de guerre devront rendre des comptes. Le Kremlin a mis 2 jours à réagir, avec son porte-parole démentant que son pays puisse être responsable de ce drame. Les forces armées russes ne frappent pas les bâtiments résidentiels ou les infrastructures sociales. Elles frappent des cibles militaires qui sont évidentes ou camouflées. Face à la menace d'une nouvelle offensive russe d'ampleur, les Occidentaux intensifient leur aide militaire à l'Ukraine. Londres et Varsovie prévoient désormais de lui fournir des chars. Moscou, de son côté, fournit des vidéos des ruines de Soledar. L'armée russe et le groupe de mercenaires Wagner affirment chacun de leur côté avoir pris la ville. L'Ukraine assure que des combats ont toujours lieu. Attentat à la bombe dans une église pentecôtiste en RDC ce dimanche 15 janvier 2023. Au moins 10 personnes tuées et 39 blessés. Cette attaque meurtrière s'est déroulée à Kasindi, ville frontalière avec l'Ouganda de la province congolaise du Nord Kivu. Un suspect de nationalité kenyane a été arrêté. Nouveau bain de sang en République démocratique du Congo. Dimanche, un attentat à la bombe a fait au moins 10 morts et 39 blessés lors d'une célébration dans une église pentecôtiste. L'attaque s'est produite dans la province du Nord Kivu, à Kasindi, une ville située à la frontière avec l'Ouganda. Selon ce porte-parole de l'armée, l'attaque aurait été perpétrée par le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, des rebelles musulmans d'origine ougandaise. Dimanche soir, le groupe État islamique a par ailleurs revendiqué l'attentat. La police, quant à elle, a interpellé sur place un suspect d'origine kenyane. Au Pérou, malgré l'état d'urgence déclaré pendant 30 jours, notamment dans les départements de Puno, Cusco, Lima et la province de Callao, les manifestants ont convergé hier lundi 16 janvier 2023 vers la capitale Lima. Depuis 5 semaines, les manifestants protestent contre la présidence de Dina Boluarte et réclament de nouvelles élections. Dans la capitale, ils sont des centaines rassemblés dans le centre-ville. Malgré l'état d'urgence qui suspend la liberté de circulation et de réunion, ces Péruviens continuent de réclamer de nouvelles élections, avec comme préalable le départ de la présidente Dina Boluarte. Elle dit pardon, je suis désolée, mais elle ne dialogue pas avec nous. Elle envoie la police et les militaires pour tuer. En 5 semaines, les heurts entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plus de 40 morts. Alors, face aux policiers, les manifestants laissent éclater leur colère. Les manifestations ont commencé après la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président socialiste Pedro Castillo, accusé d'avoir voulu perpétrer un coup d'État. Dina Boluarte, sa vice-présidente, lui a succédé conformément à la Constitution. Elle s'est excusée pour les violences et les morts liées aux manifestations, mais pas question de céder pour la présidente. Certaines voix provenant des partisans de la violence et des radicaux demandent ma démission, incitant la population au chaos, au désordre et aux destructions.
À eux, je leur dis de façon responsable, je ne vais pas démissionner, mon engagement est avec le Pérou. Dimanche, l'état d'urgence a été décrété dans la capitale, le port de Callao et dans les départements de Cusco et de Puno au sud, épicentre du mouvement. Ce week-end, de nombreux barrages routiers ont bloqué la circulation à travers le pays et le train pour le célèbre site Inca du Machu Picchu reste suspendu. Et près de 70 morts en une semaine. Au Sénégal, le bilan des accidents tragiques de la circulation devient particulièrement inquiétant en ce début d'année. Et les mesures prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'interdiction des surcharges, fâchent les transporteurs dont certains ont entamé une grève ce mardi 17 janvier. Reportage. Encore un nouvel accident de la route a endeuillé ce lundi le Sénégal et ouvert le débat sur l'épineuse question de la sécurité routière. Les Dakarois sont inquiets et pointent du doigt plusieurs causes, entre autres la vétusté des véhicules et des routes, la corruption des agents censés faire respecter les lois ou ceux en charge des permis de conduire. Les accidents, il y a beaucoup de causes. Les gens disent les routes, mais bon, il y a les voitures aussi, les bus. C'est des vieilles voitures. Ils transportent beaucoup de bagages. Et ils roulent n'importe quoi. Et les chauffeurs sont fatigués, ils conduisent toute la nuit. Dans la foulée, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi pour protester contre les mesures prises par les autorités devant la multiplication des accidents de la route. J'avais 7 apprentis et 3 autres chauffeurs qui m'aidaient pour les longues distances. Aujourd'hui, j'ai décidé de licencier 5 apprentis et un chauffeur. Que va-t-il leur arriver maintenant? Ils ont tous une famille dont ils doivent s'occuper. Je n'avais pas le choix car l'État a décidé de supprimer le surplus de places dans le bus. Le gasoil a augmenté, les clients n'acceptent pas que l'on augmente les coûts de transport. Au final, nous travaillons à perte. Devant le tollé provoqué par les mesures, le gouvernement aurait fait des concessions en faisant marche arrière sur l'interdiction d'équiper les cars de porte-bagages en accordant un délai d'1 an aux transporteurs. Nombre de professionnels avaient jugé ces mesures en déphasage avec les réalités économiques ou les modes de vie des Sénégalais. Marc Tarabella et Andrea Cozzolino, ces 2 eurodéputés, sont sur la sellette. Le Parlement européen a entamé ce lundi la procédure de levée de leur immunité parlementaire, ceci pour faciliter l'ouverture par la justice belge d'une enquête sur leur implication présumée dans le scandale de corruption qui ébranle l'institution. Le Parlement européen lance la procédure pour lever l'immunité de 2 élus. Les 2 hommes sont suspectés d'être impliqués dans le scandale de corruption qui secoue l'institution européenne. À la demande des enquêteurs belges, la présidente de l'hémicycle a annoncé lundi à Strasbourg le début du processus à l'encontre de Marc Tarabella et d'Andrea Cozzolino. Ce dernier était jusqu'à vendredi le président de la délégation en charge des relations avec le Maghreb, qui comprend le Maroc. Or, le pays est soupçonné d'avoir offert de l'argent liquide à certains élus pour influencer les décisions européennes. L'eurodéputé italien est aussi membre de la commission en charge de l'enquête sur le logiciel espion Pegasus, ce qui inquiète certains élus. L'image de ce qui s'est passé et le fait que certains députés fassent partie de cette commission d'enquête sur le logiciel espion Pegasus ou d'autres logiciels, et puis il y a la question liée au Maroc, parce que le Maroc est soupçonné d'avoir utilisé le logiciel Pegasus contre l'Union européenne, contre le président Emmanuel Macron et aussi contre le Premier ministre espagnol. Et donc, sachant que certains membres sont soupçonnés d'avoir défendu ses intérêts particuliers et aussi les intérêts marocains, il y a là la question. L'autre élu, le socialiste Marc Tarabella, occupait le poste de vice-président de la délégation en charge des relations avec la péninsule arabique qui comprend le Qatar. À l'instar d'Andrea Cozzolino, l'élu belge rejette les accusations. L'enquête révèle qu'il aurait omis de déclarer un voyage en 2020 au Qatar, un déplacement payé par le pays, en violation des règles du Parlement européen. La commission Affaires juridiques doit maintenant laisser la parole aux 2 eurodéputés s'ils veulent faire entendre leur défense avant que le vote soit soumis le mois prochain à l'ensemble du Parlement, dont l'issue semble certaine. Si la procédure est validée, la justice belge pourra alors interroger les 2 suspects et engager, si nécessaire, des poursuites.
Dans l'actualité économique en Côte d'Ivoire, le gouvernement revoit à la hausse ses ambitions de transformation locale du cacao, premier producteur mondial de la fève. Avec 2 millions de tonnes par an, le pays rivalise désormais avec les Pays-Bas en matière de broyage des fèves. Des précisions avec la rédaction d'Africa 24. Les broyages de fèves de cacao en Côte d'Ivoire ont atteint 172 357 tonnes dans la période allant de décembre 2021 à décembre 2022, soit une hausse de près de 9% par rapport à la campagne précédente. Cette annonce provient de l'association des exportateurs ZEPEX. Pour dynamiser le développement de la filière cacao, les autorités ivoiriennes ont réaffirmé leur volonté d'accroître la transformation locale des produits agricoles pour améliorer les revenus des agriculteurs. En ce qui concerne la capacité de broyage en elle-même, elle a connu une évolution positive, passant, on va dire, d'une capacité estimée à 545 000 tonnes dans les années 2013, aujourd'hui une capacité estimée à, on va dire, environ 900 000 tonnes en 2022. La plus importante du monde devant les Pays-Bas au jour d'aujourd'hui. Cette évolution s'explique principalement par, on va dire, l'extension des capacités installées au niveau des groupes tels que les Barry Callebaut, Cargill, mais également aussi avec l'implantation de nouvelles unités, notamment celles qui étaient inaugurées récemment à San Pedro. Produisant plus de 2 millions de tonnes de fèves de cacao par an, la Côte d'Ivoire est leader mondial du marché avec plus de 40% de l'approvisionnement mondial en cacao, mais ne transforme actuellement que 33% de sa production. Le gouvernement veut donc accélérer la transformation industrielle de l'or brun. Pour cela, le pays s'est doté de nouveaux parcs industriels. Nous pouvons dire sur ça que cet objectif peut être atteint dans la mesure où aujourd'hui la demande de fèves de cacao, généralement stimulée par le broyage de fèves et le commerce de tout ce qui est produit semi-fini de cacao, ne fait que connaître une croissance qui tourne en moyenne à 4% par an. Au niveau national, on a toujours un besoin nouvel en termes de capacité de transformation pour pouvoir atteindre les objectifs de cacao. Également, on a une subvention qui est accordée aux transformateurs nationaux de cacao et on a une réduction des frais de caution, d'agrément et d'existence d'un DUS différencié en faveur des transformateurs nationaux. Et également, on a un marché qui est existant. Ce qui fait que cette dynamique-là pourra être croissante et on espère pouvoir atteindre l'objectif fixé d'ici 2030. La Côte d'Ivoire a une capacité totale de broyage de 712 000 tonnes. Il est le premier producteur mondial de cacao et rivalise avec les Pays-Bas pour la place de premier broyeur. Je vous emmène à présent au Kenya à la découverte d'une initiative 100% écologique pour lutter contre la déforestation. Des opérateurs économiques mettent sur le marché des crayons fabriqués à partir de vieux journaux. Le résultat est saisissant. Regardez. Que ce soit pour faire des dessins ou des exercices, le crayon à papier est l'une des fournitures les plus utilisées dans le monde. Sa fabrication nécessite du bois, ce qui contribue à la déforestation, mais cette entreprise, située près de Nairobi et dirigée par 2 frères, a trouvé une alternative plus écologique, recycler du papier journal. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences du changement climatique et la meilleure solution consiste à réduire le nombre d'arbres abattus, quelle qu'en soit la raison. 82 000 arbres sont abattus chaque année pour fabriquer des crayons. Nous offrons une alternative. Nous utilisons le papier journal et le transformons en un produit viable, à savoir un crayon, ce qui permet aux gens de remplacer les crayons en bois par d'autres produits. Le processus de fabrication des crayons commence par la collecte des journaux qui sont ensuite découpés en morceaux sur lesquels est collé du graphite. Les morceaux de journaux sont ensuite placés dans un rouleau compresseur pour en faire des crayons. Ils vont ensuite sécher au soleil pendant 3 jours. Au cours des 5 prochaines années, nous voulons offrir une option permettant de pénétrer le marché. Nous voulons que chaque enfant kenyan qui va à l'école puisse utiliser nos crayons et en même temps qu'il puisse planter un arbre grâce à notre crayon. De cette façon, nous réduirons le nombre d'arbres coupés. Cela permettra également de réduire le nombre de crayons en bois sur le marché. L'entreprise implique donc activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement. Selon des données publiées par l'ONU, plus de 13 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année à cause de la déforestation, dont 36% pour la fabrication de papier et 42% pour la fabrication de produits à base de bois, ce qui représente environ 18 à 20 milliards de crayons. À chacun son nouvel an. Plus de 2 semaines après l'entrée officielle dans 2023, les Berbères du Maroc célébraient ce dimanche 15 janvier l'avènement de l'an de 1973 de leur calendrier. Une occasion pour mettre en avant leur spécificité culturelle. Reportage.
Dimanche, les rues de Rabat ont vibré au rythme du Nouvel An berbère. Pour célébrer l'année de 1973 du calendrier agraire, femmes et hommes ont revêtu leurs atours traditionnels, renouvelant leur souhait de voir le Nouvel An berbère déclaré fête officielle. Bonne année à tous les berbères. Nous sommes réunis pour fêter cette nouvelle année devant le Parlement et pour faire passer notre message. Nous demandons que les autorités considèrent cette fête comme un jour férié et une fête nationale. C'est une demande des peuples amazirs qui ne date pas d'aujourd'hui. Costumes et danses collectives, tout était en harmonie avec la culture berbère, sans oublier le festin principalement composé de couscous, garni de confiserie et de fruits secs. Cette fête n'est pas encore officielle. L'amazigh, une des 27 langues berbères, a elle été reconnue dans la Constitution de 2011, langue officielle, au même titre que l'arabe. Depuis hier lundi, avec les qualifications pour le deuxième tour, c'est aujourd'hui mardi que le Serbe Novak Djokovic entre en lice après son absence due par son expulsion du pays l'année dernière pour avoir refusé de se faire vacciner contre la Covid-19. L'Open de tennis d'Australie a débuté ce lundi avec les qualifications sans encombre pour le deuxième tour de l'Espagnol Rafael Nadal, du Russe Daniil Medvedev ou encore du Grec Stefanos Tsitsipas. Novak Djokovic doit quant à lui effectuer son entrée en lice ce mardi. Le Serbe fait son grand retour en Australie après avoir été expulsé du pays l'année dernière pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. C'est mon joueur préféré. Je suis vraiment contente qu'il joue cette année. C'est une bonne chose après ce qui s'est passé l'année dernière. On a vraiment besoin de lui ici. On parle moins de Covid maintenant. C'est un peu malheureux ce qui lui est arrivé l'année dernière. Et c'est bien qu'il soit de retour. Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'est d'ores et déjà qualifiée pour le deuxième tour. La Polonaise va tenter de remporter son premier Open d'Australie après 2 victoires à Roland-Garros et une à l'US Open. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur A12 Télévision. Rendez-vous demain à la même heure en compagnie de Hadji Raymond.